tous, bienvenue dans cette amphi du Bougain. Donc, pour assister à la conférence sur les études en STAPS et en sciences de l'éducation. Donc, je vais vous présenter un petit peu les différents intervenants et puis je vais vous expliquer comment va se dérouler cette présentation. Entrez, je vous en prie. Donc, cette conférence est organisée par CAPAvenir. CAPAvenir est le service d'information, d'orientation et d'insertion et d'entrepreneuriat de l'université. C'est un service qui a pour objectif d'aider les étudiants dans leur orientation tout au long de leur parcours au sein de l'université, en organisant tout un tas d'actions pour faciliter l'orientation tout au long du cursus universitaire. Alors ça peut être en première année, quand on cherche un petit peu sa voie, ça peut être aussi en deuxième ou en troisième année, quand on cherche par exemple quel master on peut faire. Et puis, ça peut être au-delà également. Donc, CAPAvenir est là pour aider tous les étudiants en complémentarité du travail qui est fait avec les enseignants dans les filières. Donc, j'aurai l'occasion en fin de séance de vous présenter un petit peu certains outils que vous trouvez sur le site de CAPAvenir et qui peuvent vous être utiles dans votre orientation. Donc, moi, je suis Valérie Dormocrage et je suis chargée d'orientation au sein de CAPAvenir. Donc, la conférence va être animée également par M. Guérin, qui est le doyen de la faculté, je vous dis si je dis des bêtises, qui est le doyen de la faculté de STAPS, donc de sport. Nous avons également M. Paugeant, qui est enseignant-chercheur, c'est bien cela. Et responsable du département de sciences de l'éducation. Voilà, responsable du département de sciences de l'éducation. Et puis nous avons Audrey, Priscilla et, ça y est, je suis désolée, et Diane, qui sont toutes les trois étudiantes en sciences de l'éducation. Et j'espère que nous allons avoir tout à l'heure une étudiante avec nous en STAPS. Et donc l'idée... Donc Jérôme Guérin, je suis moyen parce que je suis plus vieux, même si je ne suis pas plus jeune non plus. C'est la dénomination qu'on utilise à l'université pour finalement nommer le directeur de la faculté. Donc je suis directeur de la faculté des sciences du sport et de l'éducation. Donc on va vous projeter un diaporama. Alors on va essayer de ne pas trop pardonner, de ne pas trop faire peur et surtout de nous informer. Alors vous allez avoir beaucoup d'informations. L'idée c'est que pendant 20 minutes, maximum 30 minutes, on va vous présenter un certain nombre d'informations. On laissera ensuite la parole aux étudiants pour qu'elles présentent un petit peu à l'écoute des étudiants comment on vit sa formation dans cette faculté. Et puis ensuite, on vous laissera la possibilité de poser des questions. Et n'hésitez pas sur les questions, il n'y a pas de questions idiotes. On est bien conscient que quand on n'est pas forcément familier de l'enseignement supérieur, eh bien, on n'ose pas poser des questions et pourtant on a beaucoup d'interrogations, voire d'incertitudes, voire plus que ça. Donc n'hésitez pas. Donc je vais démarrer, vous dire que la faculté des sciences du sport et de l'éducation, c'est une faculté assez originale dans le paysage des facultés qui ont une filière STAPS, puisque habituellement, la faculté qui ont une filière STAPS sont seuls, c'est que les STAPS. Ils n'ont pas de sciences de l'éducation, alors que nous, on a les deux mentions, les deux filières qui se côtoient, et vous allez voir qu'il y a des interactions. Alors, je me suis présenté, on est une équipe de direction là qui est réduite aux assesseurs. Donc, les assesseurs, c'est les adjoints. Donc, comme on est dans une faculté, il y a une dimension formation, mais aussi recherche. Donc, on a un assesseur recherche et un assesseur qui est aussi en charge des relations avec le monde extérieur, les associations, tous les lieux où les étudiants vont venir peut-être participer à des stages. Voilà, les chiffres, en quelques mots, nous avons 1568 étudiants, donc STAPS, sciences d'éducation confondues, avec une équipe pédagogique qui représente à peu près 68 enseignants, pardon, une équipe administrative, alors comme dans un lycée, avec une scolarité, un responsable administratif, qui regroupe 16 personnes. Et la première année, celle à laquelle vous serez peut-être amené à découvrir, représente 635 étudiants à ce jour, ce qui est un effectif très important au regard de la totalité, puisqu'il faut estimer que c'est 38%.
Voilà. Vous êtes sur l'Université de Bretagne occidentale, le site de Brest, il y a plusieurs sites de l'Université de Bretagne occidentale. On a l'avantage pour la filière STAPS d'avoir des installations de grande qualité, notamment sportives, qui se situent un peu plus bas là, par rapport à ce pôle numérique, avec des salles d'escalade, enfin, et puis un terrain de jeu formidable qui nous est envié par plusieurs facultés qui ont des STAPS, c'est la RAP de Brest, puisque le nautisme, c'est un axe fort de notre faculté. Alors, donner de l'information, c'est bien, mais l'idée, c'est que ça rencontre un petit peu vos attentes, vos besoins. Donc, on est parti de l'idée que vous posiez des questions qui sont affichées, donc vous pouvez voir, il y a 10 questions. Et puis moi, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse en vous disant, oui, cette question, cette affirmation, elle est vraie ou elle est fausse. Donc la première, c'est pour entrer à la faculté, il faut choisir le vœu. Donc vous voyez, sur cette diapositive, vous avez les différentes entrées possibles à la faculté. Donc vous avez une possibilité, c'est de passer par la filière STAPS, donc le STAPS Brest, ou l'AS. L'AS, c'est filière d'accès aux études de santé. Et puis vous avez pour les sciences de l'éducation également le vœu sciences de l'éducation et un autre vœu qui concerne le parcours préparatoire au professorat des écoles. Avec pour chaque filière, pour chaque parcours, plus exactement, une capacité limitée. Donc pour les STAPS, c'est 400 places. Les STAPS pour l'accès à les études de santé, c'est 40 places, 50 pour les sciences d'éducation et 25 pour le BPP. Donc vous comprenez pourquoi on arrive à 638 étudiants en première année, parce que ces capacités, il faut ajouter des doublons. Tout le monde ne réussit pas en première année. Voilà, pour cette première question, donc ça fait une étape importante. Alors les dossiers sont examinés selon des attendus précisés dans Parcoursup, alors c'est vrai. On a beaucoup d'éléments qui sont à la disposition des familles sur les sites de la faculté, mais pas seulement, qui expliquent précisément quels sont les éléments qu'on retient et qui sont nécessaires pour réussir dans chaque filière. Alors, je ne sais pas si... On reviendra peut-être dessus. Ouais, on reviendra dessus, parce que si je ne vais pas vous les dérouler, on prendra le temps de les détailler. Pardon. Alors, C'est moi qui... voilà. Donc on reviendra dessus. Donc, l'appréciation des vœux, on vous expliquera comment on le... Alors, ça charge. Heureusement que nous avons un beau numérique. Alors ça s'affiche. Oui. Alors, hop, ça c'était... C'est bon, passé. Je sais pas. Peut-être expliquer sur les différents. Oui. Alors, l'entrée en première année, c'est une entrée qui donne lieu à plusieurs choses qui ne sont pas forcément faciles à saisir et je vais essayer de faire simple. Tous les étudiants ont en commun les mêmes cours, qu'ils soient en STAPS ou en sciences de l'éducation. Ce qu'on appelle le tronc commun, STAPS sciences de l'éducation. Ils font de la physiologie, de l'anatomie, même si finalement ce n'est pas leur préoccupation première. Et c'est seulement, je verrai, il y a un schéma qui récapitule, c'est seulement après cette première année qu'on va se spécialiser. Donc on appelle ça une spécialisation progressive, parce qu'on sait que les étudiants qui arrivent en première année, ils sont venus avec une représentation des croyances sur une filière, ils veulent depuis toujours être profs de PS, ils vont se rendre compte qu'en découvrant différents enseignements, ce qu'ils vont vivre en première année, leur orientation va peut-être différer de ce qu'ils avaient projeté. Donc l'idée, c'est que dans ce tronc commun, progressivement, on va proposer des parcours. Alors en sciences d'éducation, il y a deux parcours qui se dessinent. Le parcours plutôt pour aller vers l'éducation nationale et les professeurs des écoles, ou un parcours qui est plutôt tourné vers la formation hors éducation nationale, formation des adultes, ingénieurs pédagogiques, enfin tous ces métiers sur lesquels on pourra revenir. Une petite précision que je ne vais pas trop
préciser peut-être maintenant, mais vous rentrez dans le détail, par exemple, c'est que en sciences d'éducation, le parcours en sciences d'éducation fait qu'à certains moments, les gens qui sont inscrits dans le parcours préparatoire au professorat des écoles, pour être enseignants bilingues dans les écoles primaires, ont des cours en commun. Mais la particularité de ce parcours, et Frédéric Grosjean le rappellera, c'est qu'il est à cheval entre une formation au lycée zéroise et à l'université. Parfait. Alors, si je m'attarde maintenant sur les stats, j'ai envie de vous dire ce qu'il faut retenir, c'est que pour rentrer en première année, on considère que tout étudiant a une culture sportive. Qu'il est intéressé par le sport, il pratique le sport, etc. Dans tous les dossiers qu'on reçoit, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est deux autres blocs de compétences. Les compétences scientifiques, qui est un bloc à part, toutes les matières que vous avez au lycée, qui renvoient aux sciences. Et puis, il y a un autre bloc qui est très important, c'est le bloc qu'on appelle matière d'expression, écrit, argumenté, etc. Ça, c'est très important, qui relève finalement de la capacité à rédiger des synthèses, à faire des dissertations, etc. Donc ça peut paraître un peu surprenant quand on vient dans une phase de sport où on pense qu'on va faire beaucoup de sport et j'y reviendrai. Donc ce qu'on attend, c'est des gens qui ont des acquis et des prérequis en sciences de bon niveau, qui savent écrire, raisonner, qui ont une culture sportive, qui pratiquent régulièrement du sport et si possible, qui soient engagés dans la vie associative en étant encadrants dans un club sportif ou engagés dans un centre de loisirs ou bénévoles dans un pompier bénévole, etc. Ce qu'on appelle finalement les responsabilités collectives, associatives et citoyennes. Et évidemment, on a aussi besoin d'un projet d'étude rédigé, ce qu'on appelle la lettre de motivation, qui montre clairement pourquoi vous avez décidé de faire ce vœu. Alors, on le voit d'ailleurs sur le site de la C3D, vous avez un test, et d'ailleurs, il est aussi sur le site de notre faculté, vous avez un petit test que vous pouvez faire, qui est très, très rapide à faire, qui vous dit, au regard des réponses que vous apportez, si vous avez le profil pour réussir ou pas dans la filière. Alors que si vous répondez avec sincérité aux questions, ça vous permettra de savoir si votre profil peut vous permettre de réussir dans cette filière. Alors voilà, les 4 domaines, vous les avez pour la filière STAPS: domaine compétences scientifiques, domaine compétences littéraires argumentaires, domaine des compétences sportives et investissement associatif, plus la fiche à venir. Tout ça, ça fait une somme avec 30 points par compétence, et tout ça est calculé avec des algorithmes de façon à attribuer un certain nombre de points au regard des notes que vous avez au cours de l'année. Bien entendu, si un domaine n'est pas au même niveau que les autres, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance. Donc, on peut continuer. Alors ça, c'est le calendrier, vous le connaissez, je pense, mais on le repropose ici avec différentes phases. Donc on est dans l'ouverture de Parcoursup vient de se faire. Vous pouvez commencer à formuler des vœux depuis hier. Voilà. Et puis ensuite, vous allez avoir différentes phases. Donc vous avez la possibilité de formuler 10 vœux, plus des sous-vœux. Ensuite, vous avez le temps pour aller au salon des étudiants, venir ici à l'UBO, la porte ouverte, rencontrer les enseignants, rencontrer des étudiants au-delà d'aujourd'hui, pour se dire finalement je change mes vœux, j'affine mon projet, je réfléchis un peu plus. Donc c'est une période de maturation jusqu'à une certaine période où là il faut finaliser son dossier avec une procédure cette année qui est renforcée en termes de sécurisation pour éviter justement des difficultés où les documents seraient volés ou enfin, empruntés avec de mauvaises intentions. Aujourd'hui, vous savez bien que le numérique
c'est selon les sites, on est plus ou moins vulnérable. Donc là, il y a eu un renforcement de la sécurité qui s'est opéré cette année. Alors nous, notre particularité à Brest, c'est de combattre la représentation ou la croyance que la première année est une année où les étudiants ne réussissent pas. C'est-à-dire qu'en France, quand vous écoutez la presse, vous lisez la presse, vous écoutez la radio ou la télé, on vous dit que la première année, c'est une catastrophe, les étudiants, en moyenne, à 30% passent en deuxième année. Bon. C'est un fait, hein, mais depuis Parcoursup, on espère que les gens sont au bon endroit et sans doute engagés davantage qu'ils l'étaient dans leurs études, mais on sait que ce n'est pas suffisant. Donc nous, on a mis en place toute une politique d'accompagnement des étudiants pour essayer de les accompagner au maximum à réussir cette transition entre le lycée et l'université. Donc on a tout un tas d'actions, un peu spécifiques d'ailleurs, et qui s'adressent pas seulement aux étudiants qui rentrent à la faculté avec le WICI, c'est-à-dire à condition qu'on fasse certaines choses parce qu'on sait que vous êtes un peu fragile dans votre parcours au lycée pour réussir à l'université. Donc là, vous avez des exemples au semestre 1 et 2, puisqu'on ne fonctionne plus en trimestre, en semestre, contrairement au lycée. Là, vous avez tout un tas d'actions qui sont proposées, alors pas à tous les étudiants, mais aux étudiants qu'on considère dès le début de l'année comme fragiles. En termes de résultats, je peux vous en donner. Moi, ça fait 10 ans que je suis directeur de cette faculté. Je suis arrivé, on était à 41% de réussite en première année. L'année dernière, on était à 69%. Ce qui est une belle performance. Je ne vous cache pas que cette année, je suis un peu plus pessimiste parce que les étudiants, ça dépend des promotions, mais on a beaucoup plus de mal à les mettre au travail, entre guillemets. Donc on va voir, les résultats sont pas encore tombés du semestre 1, on est en train de les dépouiller, mais c'est un vrai défi de rester à la première année, même quand on a été un bon élève au lycée. Parce que les changements d'habitude de travail, de vie, d'environnement font que on peut facilement se décentrer du travail universitaire, parce qu'on trouve qu'on n'a pas trop d'heures de cours, que les évaluations sont moins nombreuses, elles sont moins nombreuses, mais elles sont souvent des moments difficiles. Voilà. L'autre point, je reviens sur ce point, sur le parcours et la spécialisation progressive. On peut rentrer en la faculté en disant « moi je veux faire ça parce que je vais être kiné ». Et puis en final, on ne sera pas du tout kiné. Et on va faire autre chose, on sera peut-être prof de PS, on sera peut-être entraîneur sportif ou dans un centre d'entraînement de football en Algérie. Ça arrive. Donc le parcours de formation, il n'est pas écrit à l'avance. C'est un cheminement qui se fait petit à petit, où il y a plein de possibilités jusqu'à la licence en 3 ans. Et après la licence, on peut faire un master en 2 ans. Donc il faut quand même avoir à l'esprit que le parcours de formation, il est quand même beaucoup plus facile et de son choix si on a des bons résultats. Si on a des mauvais résultats, on subit son parcours. C'est un petit peu, parfois, comme ça que l'orientation est aussi vécue au lycée. Hein, on veut tous se faire une filière, je ne sais pas, scientifique, littéraire, ou je ne sais quoi, et puis finalement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ben, nous, c'est pareil. On a des parcours, mais ils sont limités. Aujourd'hui, on a un parcours entraînement sportif qui prépare beaucoup d'étudiants à être dans le monde du sport de haut niveau, notamment sur la préparation mentale, etc. C'est extrêmement demandé. En master, donc après la licence, nous n'avons que 20 places en première année. Ce qui fait qu'on diplôme peut-être 60 étudiants à la fin de la licence et on va en prendre que 5 ou 6 brestois. Parce que c'est une sélection sur dossier. Donc il faut avoir à l'esprit que dès la première année, il faut se mettre au travail pour avoir son diplôme de licence, mais avec un niveau qui permette peut-être une poursuite d'études, si on le souhaite. Donc c'est une spécialisation progressive qui est accompagnée. Donc là, vous avez la première année qui est affichée, puis ensuite on a la deuxième année. Vous voyez, ça se rétrécit quand on part sur des parcours, avec possibilité quand même de bifurquer. Notamment, je pense aux filières SAPS, parfois on se blesse et on ne peut plus continuer comme on le souhaitait, et donc il faut penser une réorientation. Et puis, après la deuxième, troisième année, on arrive en fin de licence, on a un diplôme,
Et aujourd'hui, la différence avec ce qui se passait il y a quelques années, c'est que le diplôme, on est chercher le diplôme. Mais tout le monde a le même diplôme. Ce qui différencie aujourd'hui les étudiants, c'est le niveau de compétence. Chaque diplôme est relié à des compétences, et l'idée, c'est que quand vous allez voir votre employeur, ça ne suffit pas de lui dire « j'ai ma licence STAPS », c'est être capable de nommer et de présenter les compétences que vous avez. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire par rapport à votre voisin qui a le même diplôme? Ça, c'est hyper important. Donc là, vous avez une vision globale de la spécialisation progressive et du parcours de formation à la France NAC et en sciences de l'éducation. On peut continuer. Alors oui, le sport, alors je le dis depuis 10 ans, je le redis, on n'est pas le plus grand club sportif brestois. Ça reste le Stade brestois, le plus grand club sportif de Brest. Nous, on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de sportifs de haut niveau, dans la filière STAPS notamment, mais la pratique du sport, c'est-à-dire se mettre en survêtement, courir, jouer au football, faire du tennis de table, faire du basket, etc., c'est 25% de l'emploi du temps d'un élève d'étudiant de première année. 25%. Le reste, c'est de la physiologie, c'est de l'histoire géo, de la sociologie, de la psychologie, de la théorie à propos des activités physiques et sportives, etc., etc. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Si votre intérêt pour les STAPS, c'est parce que vous voulez faire du sport et rentrer rapidement dans le monde professionnel, vous n'avez pas choisi la bonne faculté. Il y a des formations beaucoup plus courtes en sport, il n'y a pas des BPGEPS qui sont proposés par d'autres infrastructures et d'autres institutions. Il faut aller vers là. Sinon, vous allez être extrêmement déçus. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut faire un questionnaire. Donc, pour vous le rappeler, vous avez ici une capture d'écran de notre site web de la faculté. Et vous êtes aguerri maintenant pour vous déplacer sur un environnement numérique. Vous allez vite repérer dans la première page un petit onglet qui vous permet de tester vos compétences et vos prérequis pour savoir si vous êtes apte ou pas, ou si vos compétences vous permettront de réussir en STAPS. Bon, est-ce qu'elle est facile? La première année, c'est non, elle n'est pas facile, elle est atteignable, on peut la réussir, mais il faut se donner les moyens. Vous avez alors une petite idée sur le nombre d'étudiants qu'on a en première année. On a les chiffres de 2020-2021, ces chiffres qui sont un peu moins bons que ceux de l'an dernier. On avait 56% des étudiants en deuxième année qui se réinscrivent en deuxième année. Alors réussir la première année, ça ne veut pas dire forcément passer en deuxième année. On a des gens qui viennent faire la première année pour faire autre chose après. Vous voyez, une réorientation. Donc ils ont réussi à valider la première année, mais ils ont décidé de s'orienter vers autre chose. Et puis on a à peu près 15% de redoublants. Et puis tout à l'heure, Valérie a introduit le service Cap Avenir. C'est aussi une cellule à l'université, un service qui accompagne tout au long de l'année les étudiants qui souhaitent se réorienter parce qu'ils se sont trompés. Et je pense que quand on sort du bac, on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas être au bon endroit, et c'est pas pour ça que la vie professionnelle va être gâchée, mais plus on en prend conscience tôt, mieux c'est pour rester dans le système. Et il y a des gens à l'université, dont le service Cap Avenir, qui sont là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Voilà. Il y a un petit souci sur le diaporama, le chargement. Après, j'ai dit beaucoup de choses déjà. Je n'ai pas regardé le temps. Il y a 25 minutes. 25 minutes. Je vais peut-être compléter avec. Bon, on vous montrera un emploi du temps type si vous le souhaitez. Les sciences d'éducation, on va en dire un petit mot. Alors, peut-être là, il y a quelques parents, ou des accompagnateurs. Tu ne vas pas faire STAPS. Tu ne vas pas être chômeur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette vision encore qui traîne, c'est que plus on fait une filière demandée, moins on a de chances de se professionnaliser. Vous voyez, si tout le monde fait STAPS, tout le monde fait psycho, il n'y aura pas les psychologues dans chaque coin de rue, il n'y aura pas de la place pour tous les gens qui veulent la filière STAPS. Bah, c'est une idée reçue pour les STAPS, je ne parle pas de la psycho, c'est pas mon domaine, mais pour les STAPS, il faut savoir que
on a un taux d'employabilité qui est le meilleur de toutes les licences. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui ne continuent pas après la licence, mais ils sont en emploi derrière. Alors je ne dis pas qu'ils sont à 4 000 € par mois, c'est pas ce que je vous ai dit. Ils sont au travail avec des emplois qui sont parfois un mi-temps dans un endroit et un autre mi-temps dans un autre endroit, mais ils ont ce qu'on appelle un mot à la mode, que je n'aime pas beaucoup mais je vais utiliser, une forme d'agilité, d'adaptation qui est très forte, très très forte. Et on trouve également beaucoup d'étudiants diplômés de la licence STAPS qui finissent dans des secteurs professionnels qui n'ont rien à voir avec le sport. Dans la banque, l'assurance, plein de secteurs, pour une raison très très simple, facile à comprendre, c'est que la licence STAPS, c'est une licence pluridisciplinaire. Vous voyez, on ne fait pas que du sport, vous faites de la psycho, de la sociologie, de l'anatomie, de la physiologie, vous pratiquez, vous faites des stages, donc il y a tout un tas de compétences que construisent nos étudiants qui leur permettent de facilement s'adapter. Ils savent communiquer, ils savent mobiliser leur corps, intervenir. Donc tout ça, c'est des atouts qui sont vite repérés par les employeurs et qui souvent disent « c'est pas grave si tu ne sais pas faire ça, oui, il te manque une compétence, nous on va t'accompagner pour la construire et te garder ». Donc ça, c'est un vrai plus de la filière STAPS. Donc vous avez quelques éléments, c'est pas forcément lisible là, c'est des secteurs d'emploi. Donc ça touche beaucoup de secteurs. La santé, extrêmement demandeur d'étudiants en STAPS aujourd'hui. Vous savez que d'ici, je crois que c'est une quinzaine d'années, un quart de la population brestoise aura plus de 60 ans. Donc le marché des seniors, du vieillissement, c'est un marché énorme. Vous savez que maintenant les médecins peuvent prescrire l'activité physique. Et donc on a une filière qui s'appelle la filière activité adaptée et santé qui se développe énormément pour justement répondre à ce besoin du territoire et de sa population. Parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas de vieillir, c'est que les gens veulent vieillir le plus longtemps en bonne santé. Et donc, ils ont envie de pratiquer. Donc là, vous avez l'enseignement. Il y a une très grosse demande aussi sur le métier de la sécurité, l'entraînement sportif, l'animation sportive, le management, enfin voilà, tout ce qui est déjà inscrit. Alors, sur 650 étudiants en première année, 400 STAPS, à peu près 180-200 se disent volontaires en début d'année pour passer le concours de métier de la rééducation pour être kiné. Donc, je ne sais pas si il y a des gens qui sont concernés. Il faut savoir que on peut accéder à l'Institut de kinésithérapie qui se situe à Brest, et uniquement à Brest. Avant, ce n'était pas le cas. Mais c'est un parcours qui est assez, pas compliqué, mais exigeant. Pour passer le concours, en première année, il faut au minimum 13 de moyenne au semestre 1. Et on peut le passer une deuxième fois si on le rate en première année, à condition de passer en deuxième année. Et là, pareil, il faut une moyenne de 13. Donc, sur 200 étudiants volontaires, on a à peu près la moitié qui arrive à satisfaire les 13 de moyenne. Tous ces gens-là passent le concours, ils n'y sont pas encore, ils vont le passer au mois de mai. Et on va retenir les 15 meilleurs pour l'instant. Donc vous voyez que les gens qu'on retient, ils ont aujourd'hui entre 16 et 15 de moyenne, voire 17 de moyenne. Donc c'est très très exigeant, très difficile. Pas impossible, mais donc là, ça paraît très complexe. S'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, je vais répondre à leur question, mais je ne vais pas développer aujourd'hui. Voilà. Je crois que j'ai presque... Voilà, on va essayer. Et puis là, vous avez les diapositives qui présentent un petit peu les activités. Nos étudiants, comme on voulait prendre soin d'eux, quand ils arrivent à la faculté, on refuse. Moi, je refuse qu'ils commencent des cours en amphithéâtre à 650, donc on fait une semaine d'intégration. C'est-à-dire qu'on les met par petits groupes de 30, un peu moins, pour qu'ils apprennent à se connaître les autres, connaître l'université et surtout avoir quelques outils pour se repérer dans l'université ou dans les usages du numérique. Donc ils ont quelques jours comme ça pour se familiariser avec leur nouvel environnement et après on commence l'année. Et on fait la même chose au début du semestre 2.
où on fait un retour d'expérience sur le semestre 1, comment ils ont vécu le premier semestre, et là on leur redonne des informations précieuses qu'ils ont déjà entendues, mais qui n'avaient pas de sens pour eux, et là on essaye de réussir la rencontre avec eux en leur disant, ben voilà, tu as eu des notes, voilà ce que ça donne dans ton diplôme, si tu veux savoir où tu en es aujourd'hui. Et ça, c'est des expériences qui sont plutôt valorisées. Voilà. Une présentation rapide du département de sciences humaines. Ouais, et après on laisse la parole aux étudiants. Normalement, c'est bon. Merci pour votre attention. Donc, le temps que Frédéric Potence, responsable du département Action Éducation, se prépare, la faculté est organisée en départements. On a un département enseignement et éducation physique, un département management du sport, un département entraînement sportif, un département activité physique adaptée santé et un département de son éducation. Vous pourrez appuyer. Bien, alors rapidement, je vais vous faire une présentation du département et des parcours que peuvent suivre les étudiants. Donc on a 3 parcours possibles qui vont arriver. Alors comme l'a dit M. Guérin, vous avez, quand vous candidatez, vous avez la possibilité de candidater directement en licence de sciences d'éducation. Vous allez avoir un tronc commun avec les STAPS, donc des cours communs, les étudiants qui sont là pour répondre et revenir par rapport à vos questions. Et par rapport à ce tronc commun, il y a aussi des enseignements spécifiques en sciences d'éducation. Et l'orientation va se faire petit à petit au fur et à mesure des 3 années. Ensuite, en 2e année, ils vont choisir entre le parcours école et enseignement et éducation et formation. Le parcours école et enseignement est destiné plutôt pour les étudiants qui veulent préparer le concours de professeur des écoles ou de conseiller principal d'éducation dans les lycées et collèges. Il y a un 2e parcours qui est un parcours éducation et formation. Là, les étudiants se destinent plutôt vers les métiers de l'ingénierie pédagogique, de la formation d'adultes, de l'éducation populaire et des métiers médico-sociaux ou reprendre les concours d'éducateurs spécialisés. Et depuis 2022, on a un nouveau parcours qui s'appelle le parcours préparatoire au professorat des écoles et spécifiquement sur le concours bilingue français-breton. Donc le breton n'est pas une option. Il faut savoir que quand les étudiants s'engagent sur cette formation, ils vont avoir près de 5 à 6 heures de breton par semaine, et donc ce n'est pas une option. Donc ça c'est important à le dire. Et la spécificité de ce parcours, c'est que, à l'inverse des 2 autres parcours et du parcours STAPS, ils s'engagent directement dans ce parcours, et les enseignements sont faits pour la première année 3/4 du temps au lycée de Liéroise, 1/4 du temps ici. En 2e année, moitié du temps ici, moitié du temps à Liéroise. Et en 3e année, 1/4 du temps à Liéroise et 3/4 du temps ici. Ce parcours spécifique permet donc du coup de répondre à une attente territoriale, on va dire, qui est la présence d'un concours de professorat des écoles bilingues. Donc voilà un petit peu on a beaucoup d'étudiants qui continuent du coup en master MEF, métier d'éducation et de la formation, pour passer les concours de professeurs des écoles. On a aussi des étudiants qui continuent dans un master que nous avons à la faculté des sciences du sport et de l'éducation qui s'appelle master MFAPI, métier de la formation pour adultes et pédagogie innovante, qui est en lien aussi avec le développement du numérique qui se développe fortement dans les métiers d'éducation et de la formation. Et on a des étudiants qui partent sur d'autres formations à l'issue de ce parcours. Donc c'est 50 étudiants par année pour la licence sciences d'éducation et 25 pour cette licence BTPE. Donc on a 75 étudiants dans notre par année de licence. Voilà. Non, ben, c'est pas grave, hein, c'est les joies de la technique. Si on reprend le sujet que vous avez envoyé avant. On va laisser la parole maintenant aux étudiants qui sont sagement installés ici. Qui est-ce qui veut témoigner? Peut-être préciser en quelle année vous êtes et l'expérience que Allez. J'ai pas eu le choix. Moi, c'est Diane, je suis en 2e année de sciences de l'éducation et je voudrais pour le semestre 4 faire de la formation, d'éducation et de formation.
Du coup, moi, c'est vrai, je suis toujours, comme Diane, en deuxième année de sciences de l'éducation. Pareil, pour le semestre 4, j'ai pris, entre guillemets, le parcours pour mener à la formation d'adultes. Cependant, je me dirige vers le professorat des écoles. C'est une petite spécificité qu'on pourra vous dire après, c'est que dans les 3, on peut changer de spécialité si on le souhaite. Bonjour, moi c'est Priscilla. Je vais aussi aller, je suis en L2 avec elle, et je veux aussi aller sur le parcours éducation et formation, sauf que moi je me destine vraiment à la formation pour adultes, donc j'aimerais bien aller sur le master BFAPI une fois que je serai sortie de la licence. Je voulais également rajouter qu'il y a pas mal de personnes ici et qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas tous là pour sciences de l'éducation. Et que normalement, on est censé avoir une personne en SAPS avec nous qui n'a pas pu être là. Et on peut éventuellement répondre aussi à vos questions du mieux qu'on puisse, puisqu'on a, comme l'a dit M. Guérand au début, on a 2 troncs communs SAPS l'année dernière, donc 75% du temps avec eux. On commence aussi à connaître bien la licence SAPS, donc on peut peut-être essayer de répondre à vos questions également. Merci à vous. Donc, on a plein de choses à aborder avec nos 3 étudiantes et nos 2 enseignants. Ce que je vous propose, plutôt que de partir point par point, c'est de partir de vos questions. Vous devez avoir sans doute pas mal de questions, aussi bien sur STAPS que sur sciences de l'éducation. Donc je vous invite à poser vos questions et puis les étudiantes et les enseignants pourront y répondre. Alors vous avez les micros devant vous pour... on a peut-être déjà des questions sur le chat, Margot? Non, pas encore. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, pour démarrer sur les questions, puisque souvent c'est difficile d'oser prendre la parole devant le groupe, moi j'ai une petite question à poser aux étudiantes. Donc on a vu que la première année, c'était une année sur laquelle il fallait s'accrocher, qui pouvait être un petit peu difficile. Comment vous avez vécu cette première année? Qu'est-ce que ça a changé dans le passage de votre vie lycéenne à votre vie d'étudiante? Comment vous avez vécu cette première année? Bon, alors moi personnellement j'ai eu un petit avantage, c'est que je suis en réorientation, enfin j'étais en réorientation du coup. Donc ma première année a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de matières qui ne m'intéressaient pas forcément. Et c'est surtout la motivation qui est difficile à trouver pour vous sur la première année parce qu'en fait, c'est pas la difficulté qui est extrêmement dure, parce que la difficulté, vous allez plus la trouver en 2e année ou en 3e année. Même si vous trouverez plus la motivation, parce que aussi, ça va plus vous plaire. Ce qui va être difficile, surtout pour ceux qui sortent du lycée, ça va être de prendre des habitudes de faculté. Donc ça va être la prise de notes, ça va être travailler régulièrement, ça va être capable de se mettre en place son propre planning, parce que les profs ne vous diront pas « vous devez apprendre ça, vous devez apprendre ça ». C'est à vous de choisir ce que vous allez apprendre et quand et comment. Et c'est vraiment des habitudes à prendre très très vite. Même d'ailleurs, je peux vous conseiller maintenant, si vous pouvez tout de suite vous entraîner à la prise de notes, ce serait vraiment un gros bonus. D'où l'intérêt d'écouter les cours de méthodologie qui nous sont donnés au lycée. Oui, d'ailleurs, ce qui est très bien dans ces licences, je ne sais pas s'il y a ailleurs, mais s'ils sont pour les stages de médecine d'éducation de l'AV, nous avons des cours de prise de notes sur la première. Vous aurez des cours de prise de notes et des cours sur comment gérer votre nouvelle vie en faculté. Voilà. Et sinon, voilà, ce qui va être surtout difficile pour vous, ça va être de trouver la motivation d'aller plus loin. Parce que, en fait, vous ne serez pas spécialisé, donc il y a plein de choses que vous allez voir qui ne vous intéresseront pas parce que ça ne correspond pas à votre projet d'avenir. Pour ajouter, ce format, surtout en amphithéâtre, il est très compliqué, j'ai trouvé moi pour ma première année, parce qu'il fallait trouver sa méthode et surtout comprendre les cours, et les profs ne peuvent pas toujours répondre à toutes les questions, surtout pendant les cours, même s'ils sont très à l'écoute. Et ce qui a été bien, ce qui m'a aidé à réussir ma première année, c'était le tutorat mis en place avec d'autres étudiants, où vous pouvez vous inscrire et ils vous expliquent les cours, tout ce que vous n'avez pas compris, ils reviennent avec vous, ils prennent le temps et ça vous permet de réviser aussi pour vos examens. C'est vous qui avez fait la démarche d'aller vers ces étudiants ou comment ça vous a été proposé? Ça nous a été proposé par mail et on s'inscrivait, on pouvait aller au tutorat ensuite. Autrement. Peut-être juste préciser. En fait, quand vous parlez d'accompagnement depuis 2-3 ans,
on a mis en place un ingénieur pédagogique, en fait, qui s'occupe de gérer uniquement le tutorat et qui propose tout au long de l'année aux étudiants de venir participer à des moments d'accompagnement réalisés par d'autres étudiants de deuxième et troisième année. Et ça, c'est souvent très profitable parce que parfois on se comprend mieux entre étudiants que étudiants seniors. On ose poser plus de questions, etc. Il y a quelque chose qui est très important qui a été dit, c'est que le format des enseignements est très spécifique en première année, puisque comme il y a beaucoup d'étudiants, on est souvent en configuration grand amphi. Donc là, c'est un tout petit sens. Notre amphi, il fait 4 fois cette taille, où on fait les premières années. Donc les derniers, ils sont tout au fond, ils peuvent regarder un film, ils peuvent faire leurs courses sur Internet, ils peuvent jouer, on ne sait pas. Alors on essaye, on se déplace, moi quand je fais cours, on ne fait pas beaucoup, mais je me déplace, je vais au fond, etc. Mais il y a quand même une attention à construire de la part des étudiants, une prise de notes. En fait, c'est un petit peu ce que vous avez vécu aujourd'hui. Vous avez un diaporama souvent qui est projeté, un enseignant qui parle en lien avec les diapos, soit il les lit, soit il complète la diapo. Donc c'est à vous de construire des notes qui seront susceptibles d'être utiles pour répondre aux évaluations qui arriveront dans un mois ou deux. Vous voyez un peu les difficultés. Donc c'est comme si là, à la fin de notre intervention, vous faisiez passer un QCM et on vous posait des questions sur ce qu'on a dit, ce que vous avez lu. Et vous voyez bien que quand le cours il dure 1h30 et que vous en avez un deuxième derrière d'1h30, puis encore un deuxième, vous avez fait de l'anatomie, de la physiologie, de la sociologie, il faut un peu s'organiser. Surtout que vous allez être évalué dans 6 semaines, au mieux. Je pense que c'est à peu près ça. Donc, si vous les mettez de côté après le cours et puis que vous y revenez dans 6 semaines et que vous n'avez pas été capable de prendre des notes claires, précises, eh bien, vous ne pouvez pas réussir l'examen, tout simplement. Et c'est fini le professeur qui va vous dire notez grand 1, prenez votre crayon rouge, grand 2, vous avez bien noté, hein. Et puis il va vous dicter, c'est terminé. C'est terminé. On est dans le format, je caricature un peu, mais très proche de ce qu'on dit ce soir. Alors, accompagné par des télés aussi. Quand même. Alors, il y a quelques télés, évidemment, mais ce que je veux dire, les temps de cours magistraux, ils sont quand même très importants et majoritaires en première année. On peut préciser juste la différence entre cours magistral et TD? Oui, cours magistral, c'est tout le monde ensemble, TD, c'est des groupes de 30 à 40. Quand vous faites le sport, vous êtes pas 600, quoi. Vous êtes 40 par groupe. Quand vous faites un TD de psychologie, c'est pareil. Vous êtes dans une salle de classe avec un professeur pour les 40 étudiants. Est-ce que maintenant, vous avez des questions? Alors, il y a des questions là sur le chat. Du coup, j'ai 2 questions sur le chat. Première question, bonsoir, quel est le pourcentage de réussite, entrée et réussite aux examens pour des bacheliers issus de STMG? Et est-il possible d'intégrer la L2 après le BPGEPS? BPGEPS. Alors, je ne vais pas donner de chiffres pour la première question, parce que je ne les ai pas avec moi. Ce que je peux dire, c'est que c'est sans doute un bac qui demande le plus de travail, la nécessité quasiment obligatoire de participer au tutorat, parce que les prérequis sont un peu plus éloignés que certaines filières pour réussir. Donc on a beaucoup de difficultés à emmener les étudiants qui sortent des bacs technologiques notamment vers la 2e année. Pour le BPGEPS en L2, ça se situe entre la L1 et la L2. C'est pour entrer en première année ou 2e année? L2. L2. Donc là, il y a une commission, c'est sur dossier, et c'est selon la capacité d'accueil que nous avons 2e année. Et le niveau de l'étudiant. Et le niveau d'étudiant leader. Et du coup, pour la 2e question, je suis en terminale générale. Les spécialités choisies ne sont pas orientées scientifiques. Est-ce une problématique pour l'entrée en STAPS? Ce n'est pas une problématique, mais c'est vrai que si on a abandonné certaines disciplines scientifiques, ce sera sans doute plus difficile. Mais ce n'est pas rédhibitoire.
Voilà. Il suffit d'appuyer voilà et de prendre le micro. Oui, bonjour. Du coup, moi j'avais une question en fait pour vous trois. Je voudrais avoir en fait un peu de retour en fait sur votre filière déjà d'où vous venez et si ça a été compliqué pour vous ou pas, venant d'une filière, je sais pas, scientifique ou autre. Et après la deuxième question, c'était votre avis sur l'emploi du temps et votre façon de travailler, si c'est adapté, si c'est inadapté, et votre pourcentage employé de travail hors fac. Moi, j'ai une filière qui est majoritairement scientifique au lycée, donc j'ai fait maths, physique, chimie et SVT. Sauf qu'après, j'ai eu 6 mois dans une. C'est comparable à la PPPE, je pense. J'avais vraiment des cours tout le temps avant d'arriver ici. Et en entrant ici, changer de format parce que vraiment les horaires, on n'a pas beaucoup en présentiel, ça demande beaucoup d'autonomie. Donc ma façon de travailler n'était vraiment pas la bonne. Le premier semestre, c'était quelque chose. Et après, j'ai réussi à m'adapter et mon temps de travail à l'extérieur, en tout cas pour moi, il est assez important quand même. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Du coup, moi, je viens d'un bac S et j'ai fait 3 années autres qui sont aussi globalement majoritairement scientifiques, physique, chimie et biologie. Ce qui a honnêtement été un très gros avantage quand même, parce que le bloc scientifique en première année, mine de rien, est très dense et sans doute, enfin moi j'ai trouvé le plus compliqué à prendre en main, beaucoup par cœur, il faut y être préparé quand même. Et j'ai oublié vos questions. Le temps de travail. Le temps de travail, pardon. Je pense pas être le meilleur exemple pour le temps de travail parce que j'ai pas un temps de travail qui est colossal, pour être tout à fait honnête. Mais après, c'est aussi comme ça que je travaille mieux parce que j'ai ma première année était une année de prépa où ça demande un travail qui est absolument monstrueux et en fait je me suis rendu compte que je me suis tuée à la tâche en voulant travailler trop. Donc il faut savoir aussi travailler suffisamment pour se sentir bien à l'aise sur ses appuis, mais ne pas non plus donner au point de se tuer à la tâche. Parce que après, il faut voir aussi sa personnalité, sa façon de travailler, c'est quand même important. Mais il ne faut pas se culpabiliser forcément d'avoir l'impression d'avoir jamais. C'est un peu contradictoire parce qu'on se dit, mais culpabiliser forcément de ne pas avoir assez travaillé parce que des fois, juste, il faut savoir travailler l'essentiel, ce qui est important, et surtout ce qui est important pour son projet à soi. Parce que en licence, vous n'êtes plus là pour aller vers. Par exemple, en lycée, vous êtes là pour chercher une licence. En licence, vous êtes là pour chercher un métier. Donc, pour pouvoir chercher un métier, il faut avoir des compétences. Il ne faut pas avoir 20 sur 20 en physique-chimie. Donc, l'important, c'est surtout de se focaliser sur qu'est-ce que vous voulez dans votre avenir et sur les compétences que vous. Enfin, moi, c'est comme ça, je pense, en tout cas, sur les compétences que vous voulez obtenir et travailler surtout sur ces compétences-là, en essayant de maintenir un niveau qui sera bon sur les autres matières, mais pas forcément l'excellence. Voilà, l'excellence sur les compétences que vous voulez absolument obtenir. Moi, c'est ça qui m'a permis de réussir en tout cas. Alors moi, je vais un peu le message d'espoir. Moi, j'ai fait un bac L, j'ai arrêté les sciences en seconde et je suis une quiche. Et j'ai quand même réussi à avoir la moyenne en anatomie, physiologie et biomécanique, malgré que, honnêtement, c'était dur. Je pense que oui, la méthode de travail, j'ai énormément travaillé de mon côté chez moi. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne méthode de travail puisqu'on perd énormément de motivation à s'enfermer. Donc moi personnellement, ce qui m'a énormément aidé, c'est les tutorats et surtout travailler avec les filles ici là et puis même notre groupe d'amis, puisqu'on essaie de s'imaginer les questions qu'on pourrait avoir au partiel. Enfin, contrôle continu, pardon. Et ça a été un gros avantage. Qui plus est, souvent les premiers résultats sont les plus démotivants puisque c'est une grosse charge de travail, on n'a pas l'habitude, surtout pour les nouveaux étudiants. Moi avant j'avais fait 2 ans de psycho, donc j'étais un peu préparée à la fac. Mais c'est vrai qu'au début c'est assez démoralisant, démotivant, puis on se rend compte qu'il faut surtout se remettre en question nous-mêmes et pas remettre en question l'enseignement des professeurs, puisque la plupart du temps c'est un problème de travail, de méthode de travail, ça ne convient pas à tout le monde, et tout le monde ne trouve pas sa méthode de travail non plus du premier coup.
Donc, trouver sa méthode de travail, quitte à, comme l'a dit Diane, des fois, ça rend plus et ça ne marche pas. Donc, sortir, prendre l'air et revenir après pour mieux réussir et surtout de ne pas se démotiver face à des notes qui peuvent faire un peu mal à la moyenne, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas réussir. Alors que si on s'y remet en se remotivant et en ayant un but, comme l'a dit Diane, le but c'est très important pour la motivation, ça finit par passer. Est-ce qu'en rentrant en sciences de l'éducation, vous aviez toutes les trois une idée, en première année, est-ce que vous aviez toutes les trois une idée du métier que vous vouliez faire? Toutes les trois? Alors moi, au début, oui, je m'étais dit, je vais être professeur des écoles. Et après, j'ai vu tous les métiers que pouvaient offrir la licence et j'ai dit, ah non, c'est pas ça que je veux faire. Et finalement, je vais aller faire de la formation pour adulte ou de l'ingénierie pédagogique, ça n'a rien à voir. Ça a été radicalement différent, mais ça prouve bien que ma licence, elle est très ouverte et qu'on peut aller vers plein de métiers différents. Il faut juste se renseigner et surtout pas se fermer, surtout quand on arrive en deuxième année et qu'on a des stages. Et ça, on peut peut-être revenir là-dessus. Oui. La particularité de notre licence, que ce soit en stage ou en sciences d'éducation, c'est que dès la deuxième année, il y a des stages de pré-professionnalisation. Donc en fait, par exemple en sciences de l'éducation et sur la filière EDM, éducation et motricité, les étudiants partent en stage tous les vendredis après-midi, après les vacances de la Toussaint, aux vacances de printemps. Donc ils interviennent en EPS sur une classe de primaire. Donc ça leur donne aussi l'idée de ce que c'est le métier, parce qu'on a quelques étudiants qui arrivent qui se disent « moi je suis professeur des écoles » et il y a un côté représentation de ce que peut être enseignant, et quand ils se retrouvent avec les mains un petit peu dans le cambouis, et de l'autre côté, en tant que professionnel, eh ben, il y a peut-être à la fois des vocations qui arrivent, et puis des fois on se dit c'est peut-être pas trop ça ce que j'ai envie de faire. Et donc, comme il a été dit tout à l'heure, il y a la possibilité, par exemple en sciences d'éducation, de passer d'un parcours à un autre et de construire au fur et à mesure, on grandit en 3 ans, on mûrit son projet, ça a été dit très clairement par les étudiantes, et ces stages de pré-professionnalisation en 3e année continuent. Donc c'est extrêmement important parce qu'il y a un lien qui est fait à la fois entre le terrain, ce qu'on peut vivre en stage, et ce qui est vu à l'université. Et nous, notre but, c'est pas que ça soit pour eux, mais au contraire, qu'il y ait un lien entre les deux, que les questions qui se posent sur le terrain, on essaie d'y répondre avec ce qu'on peut voir en cours, que ce soit en magistro ou en TD, et inversement. Et c'est vrai que là, les oraux de stage ont eu lieu cette semaine pour les L2 et les L3, et on essaye de les pousser à ce travail de va-et-vient entre ce qui peut être dit à l'université, ce qu'on pourrait dire théorique, et le côté pratique, et ce lien est extrêmement important, et c'est vrai que la mise en stage très rapide, dès la 2e année, permet de faire ce lien. Alors justement, comment ça s'organise en première année, puisqu'on voit bien, on peut arriver en première année sans avoir d'idée précise du métier qu'on veut faire, du master qu'on veut faire. Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce qu'il y a des professionnels qui interviennent? Est-ce qu'il y a des rencontres, des vidéos sur les métiers en première année? Alors, c'est une préoccupation qui n'est pas immédiate en fait. C'est-à-dire, quand on arrive, il y a tellement de choses à découvrir qu'on ne se pose pas la question de ce qu'on va faire, de mon point de vue. Donc on la place plutôt au second semestre. Donc on s'appuie sur le service Capavenir, parce que j'ai même moi porté un PADP pour finalement, c'est sur le site de Capavenir qui se construit, qui s'enrichit tous les ans. L'idée, c'est de permettre aux étudiants d'avoir un accès facilité pour découvrir, quand on parle de professeur des écoles, qu'est-ce que ça veut dire, avant de rendre compte vraiment du métier, comme le disait M. Beaujean par le stage. Donc, on a la possibilité de voir des capsules vidéo où vous avez des témoignages d'étudiants, de gens qui viennent de rentrer dans le métier, des gens plus expérimentés, qui présentent différentes facettes des métiers. Donc ça, c'est tout un catalogue comme ça, qui est ouvert et disponible pour tous les étudiants de la première année jusqu'à un parcours plus avancé. Et puis au 2e semestre, on y est, en train de le démarrer, on va faire ce qu'on appelle une semaine d'ouverture. La
La semaine d'ouverture, c'est une semaine où les cours habituels sont suspendus pour proposer des informations sur tous les parcours qui sont possibles en deuxième année. Donc on les présente avec des témoignages d'étudiants, comme vous l'avez ce soir, qui viennent témoigner de leur année de deuxième année en première année, en disant, ben voilà, si tu fais ce parcours-là, tu vas faire ce type de stage, il va y avoir tel type d'exigence, il faut que tu t'attendes à ceci, cela. Et on va, donc, cette année, on va faire un forum des métiers en plus. On va faire venir des professionnels de différents secteurs que vous avez pu voir sur la diapositive, de l'entraînement sportif au professoral, de type bilingue, enfin tout ce qu'on pourra rassembler sur ces journées, sur cette journée, avec aussi des anciens étudiants qui sont passés par la filière STAPS sur l'éducation et qui viendront témoigner de leur insertion professionnelle, de ses difficultés, de la nécessité de penser la formation tout au long de la vie. Vous êtes nombreux aujourd'hui, futurs étudiants, parents qui accompagnent, vous le savez, aujourd'hui la formation, contrairement il y a une trentaine d'années, elle ne s'arrête pas une fois qu'on a le diplôme. On est obligé de se remettre tout au long de la vie. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ici à l'université, on a de la formation continue. Là, ce dont il est question ce soir, c'est de la formation initiale, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas l'expérience du travail. La formation continue à l'université, ça représente beaucoup d'étudiants, hein, qui viennent après un temps dans le monde du travail qui va de 1-2 années à 20 ans. Donc, on a un master de formation d'adulte qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, là, parce qu'on n'est pas concerné, mais il regroupe des gens qui ont une action de formation dans leur travail. Ils sont cadres infirmiers, ils sont médecins aussi en charge de formation, ou ils sont professeurs en charge de formation d'autres professeurs ou d'autres secteurs, et ils viennent en formation universitaire pour chercher des compétences pour former d'autres professionnels. Donc voilà, la formation tout au long de la vie, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dès la première année. Hein, quand on arrive à la fin du lycée, on est parfois dans l'état d'esprit en disant bon, je diplôme encore une fois, puis après c'est fini l'école, c'est fini l'université, je veux travailler. Alors oui, il faut alterner le travail, mais il faut aussi penser à alternance travail-formation régulièrement, pour rester finalement dans un certain confort au travail. Voilà. Est-ce que vous... Alors, je vois que vous êtes très silencieux, vous êtes un petit peu dans les profils de nos étudiants, vous savez. On leur demande, vous avez compris? Personne n'ose poser de questions, et puis quand on est à distance, et vous voyez, le numérique, on est bien avoir une médiation par les écrans pour poser ces questions. Allez-y. Je souhaite passer par STAPS puis kiné. D'après vous, le taux de réussite est meilleur avec un parcours STAPS accès santé ou alors un parcours STAPS classique avec le parcours métier de la rééducation? La deuxième question aujourd'hui. Il y a plus de place pour rentrer en école de kiné plus rapidement, en tous les cas, via la filière STAPS que la filière LAS. Puisque les LAS, c'est des places qui sont offertes à toutes les LAS de l'université, alors que les places en STAPS, c'est uniquement pour les STAPS. J'espère avoir été clair. Oui. Du coup, si je suis pris en STAPS LAS, que je fais une année là-bas, est-ce qu'il est possible de réintégrer STAPS par la suite? Alors, quand on rentre dans la faculté par le vœu LAS-STAPS, on est en STAPS. On a les mêmes cours que les STAPS, sauf qu'on a un module supplémentaire de cours qui se fait en ligne pour préparer l'accès aux études de santé, avec la possibilité, dès la première année, de passer cette épreuve, ou au contraire se dire je ne suis pas prêt. Donc je passe en deuxième année de STAPS, et c'est en deuxième année de STAPS que je tenterai l'accès aux études de santé. Je voulais savoir s'il y avait pendant les années scolaires, s'il y avait des stages organisés ou pas dans les associations, dans les milieux professionnels. Alors, les stages qu'on propose aux étudiants, ils interviennent dès la deuxième année. Donc, si l'étudiant choisit un parcours plutôt vers l'enseignement, il va faire un stage dans l'établissement scolaire.
école primaire uniquement, qui sont en STAPS ou en sous-éducation. S'il choisit le parcours entraînement sportif, il fera son stage dans un club sportif. S'il choisit la filière activité physique adaptée santé, il fera son stage dans une structure en lien avec sa filière de formation. C'est une force importante et quelque chose qui est nécessaire et important, c'est qu'on adosse systématiquement la formation universitaire, qu'on appelle la formation académique, à un temps professionnel. Parce que c'est un temps souvent qui donne du sens à ce que l'on fait à l'université. Et ça, c'est une spécificité de la filière de notre faculté, c'est de vraiment très très vite confronter nos étudiants au monde réel du travail. Avec évidemment les gens qui sont bienveillants et qui veulent les accueillir aussi. Vous savez, dans un monde professionnel, certains sont très disponibles pour les stagiaires et d'autres leur renvoient leur rancœur, leur ras-le-bol du travail et leur disent surtout viens pas là. On leur rappelle bien que découvrir le métier, c'est toujours le découvrir à travers l'expérience d'un autre. Vous savez, on peut faire le même métier et le vivre de manière très différente selon le lieu où on est. Donc, le prof est très épanoui dans son métier parce qu'on est dans un établissement plein de projets et des collègues sympathiques, ou au contraire est en souffrance et en grande dépression parce qu'on est dans un établissement scolaire où finalement on n'arrive pas à faire le métier qu'on avait pensé faire. Oui. J'ai une autre question sur le... bonjour, je suis en terminale générale spécialité physique et SVT. J'aimerais intégrer l'école de kiné. Est-ce que le concours de kiné est accessible à partir de l'AS 1 ou l'AS 2? Et si je choisis PASS avec licence mineure STAPS et que je ne suis pas reçue au concours, je vais donc aller en L2 STAPS. Est-ce que je pourrais passer le concours kiné? Alors, le concours n'est possible pour les LAS qu'en deuxième année de LAS. Pour les STAPS. La STAPS, deuxième année de concours. Pour passer le concours en première année, il faut être inscrit en STAPS. Ensuite, si je reprends la question, c'était je suis en PASS, je choisis les STAPS, donc je ne réussis pas mon concours de santé, donc j'arrive en L2 STAPS, et là, je peux passer le concours une fois. Parce que j'aurais tenté une première fois les PASS. C'est un peu technique, hein, j'espère que la personne qui pose la question, mais elle a l'air bien informée, donc je pense que... Alors, peut-être informer que sur notre site, il y a un dépliant, on n'a pas bien passé la diapositive, mais qui explique très bien toutes ces passerelles et ce cheminement qui n'est pas forcément simple. Et vers la fin, mais on pourra mettre les diaporamas à sa disposition, je pense. Donc vous pourrez le retrouver. On le dit aux étudiants, ça aussi. Vous savez, le diaporama c'est disponible. Alors c'est très dangereux parce que quand on leur dit que le diaporama c'est disponible, ils ferment les oreilles et font autre chose. Ils pensent que le cours c'est diaporama. Mais non, le cours, vous l'avez bien vu. C'est pas le cours, le diaporama. Ah, super bien. Voilà. Donc vous pourrez témoigner en disant, certes il y a des diapositives, des fois ça ne marche pas d'ailleurs. Et il s'avère que des fois on coupe le diaporama, mais on le garde que pour nous parce que c'est un atout pour nous. On ne le communique pas aux étudiants. Voilà. D'autres questions? Vous sentez votre bande gargouille, vous commencez à avoir faim, les gens. La journée était fatigante. Moi, j'ai quelques questions qui peuvent peut-être, je pense, intéresser l'auditoire. Donc, lorsqu'on arrive en STAPS ou en sciences de l'éducation, on ne vient pas forcément de la ville dont on est originaire. Donc, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous habitiez Brest ou est-ce que vous avez dû trouver un appartement, vous faire à la nouvelle ville? Et comment ça s'est passé? Parce que, est-ce que vous avez été aidé pour ça? Comment ça s'est passé? Alors, moi, j'arrive de la Nouvelle-Calédonie. Donc, j'avais mis les pieds sur Brest une fois avant. Sauf que j'ai de la famille qui habite à 45 minutes d'ici, donc ils ont pu aller me chercher un premier appartement pendant que j'étais pas là, le temps que j'arrive. Donc, j'ai bien été aidée, mais l'adaptation était compliquée. Il pleut beaucoup. Mais sinon, après, on s'y fait. Moi, j'aime bien ma petite vie étudiante. Voilà.
Et comment vous avez fait pour trouver un logement? J'ai été sur des sites, tout simplement, et j'ai envoyé à mon oncle. Si, du coup, lui, juste regardait, il allait faire des visites à ma place, etc. Moi, j'ai vraiment que l'idée, c'est quelqu'un qui a fait à ma place. D'accord. On reviendra peut-être sur les sites qui peuvent vous aider justement dans cette recherche de logement. Donc moi, en rentrant en sciences de l'éducation, j'étais déjà à Brest, mais quand j'étais en prépa, j'ai quitté le foyer familial et donc je suis arrivée dans une autre ville que je ne connaissais pas. Bon, c'était Rennes à Saint-Brieuc, donc ça va. Mais toujours est-il que avoir tout d'un coup toute l'autonomie pour tout ce qui est courses, ménage, tout ça, mine de rien, c'est un gros changement. Donc il faut y être préparé aussi, beaucoup de choses à préparer. Ça dépendra surtout, je pense, de vos caractères. Si vous êtes des gens qui apprécient avoir un cadre et avoir l'aide de votre famille pour gérer ces genres de choses quotidiennes, ce sera peut-être plus simple de commencer sur des études proches de vous. Si vous avez besoin d'autonomie, go, allez-y. Sinon, le Crous, pour ceux qui ont les bourses, c'est vraiment bien. Alors, certes, c'est petit, mais pour les premières années, c'est vraiment bien. Vous pouvez expliquer, quand vous dites le Crous, vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire? C'est les chambres étudiantes? Oui, les chambres étudiantes. Les chambres étudiantes, la plupart, ce sera 9 mètres carrés, donc le plus petit légal, il faut le tenir, c'est vraiment petit. Mais c'est très très utile et c'est pas cher. À Brest, c'est 244 € par mois. Et c'est charge complète, donc pas d'électricité, pas d'eau à payer. Et c'est à côté des facultés. Et c'est vraiment à côté des facultés. Il y en a un qui est là et l'autre qui est là-bas. Pour les transports, on fait tout à pied. Donc c'est vraiment bien. Sinon, il existe des logements universitaires qui sont pas liés au Crous, alors qui sont privés du coup, mais pour le coup, j'ai pas trop d'adresse à donner, mais je sais que ça existe. Il y a les logements de jeunes travailleurs aussi. Les logements de jeunes travailleurs qui sont moins chers. Et les colocations qui sont très très bonnes. Du coup, moi, quand je suis arrivée en sciences d'éducation, j'étais déjà sur Brest, mais avant d'arriver en sciences d'éducation, j'étais en psycho, et en psycho, j'étais sur Quimper avant. Donc, il a fallu que je me trouve un appartement en période Covid. Donc, ça a été merveilleux. Et comme l'a dit Diane, effectivement, c'est vrai que quand on est seul et qu'on n'est pas habitué, ça peut faire extrêmement bizarre. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, en se sentant très seul, donc se rapprocher des familles, c'est vraiment un plus. Ne pas léser sa santé mentale là-dessus, c'est très important. Ne pas faire je suis grand ou je suis grande, je vais me débrouiller toute seule ou tout seul, parce que des fois c'est un peu compliqué au début. Donc c'est vrai qu'effectivement avec les chambres étudiantes, il y a aussi ce côté où il y a plein d'étudiants, on est par palier, par étage, donc c'est vraiment un avantage aussi de pouvoir se confronter à d'autres étudiants qui font pas forcément les mêmes études mais qui peuvent aider. Et puis sinon la colocation qui marche très bien, que ce soit avec des amis. Attention avec les amis, des fois on peut croire qu'être colocataire avec son meilleur ou sa meilleure amie c'est une très bonne idée, sauf que c'est pas vraiment la réalité des choses. On se rend compte qu'il y a des habitudes de vie qui n'est pas supportable pour certains ou pour certaines, donc faire attention sur ce point-là aussi. Mais c'est vrai que ayant aussi vécu en colocation pendant une année, c'était une année assez riche que j'ai bien appréciée en tout cas. Donc effectivement, dans chaque ville, vous avez une représentation du Crous. Donc là, il y a le Crous est vers le pont, vers le grand pont, ça y est, j'ai oublié le nom. Robert Schuman. Le pont Robert Schuman, voilà. Et je crois que sur Parcoursup, vous avez la possibilité de signaler lorsque vous êtes étudiant boursier que vous voulez demander une chambre en cité étudiante. Alors, il faut savoir que pour la vie étudiante, il y a plein d'actions, plein de choses qui sont mises en place sur les campus. Je vous en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. J'aurais juste voulu compléter ce que vous disiez avec le rôle des associations étudiantes. Est-ce que, par exemple, dans vos filières respectives, il y a des associations d'étudiants et quel est leur rôle dans la facilitation de la première année, par exemple? Pour nous, en sciences de l'éducation, il y a l'association Pédago qui représente les sciences de l'éducation et aussi maintenant la filière des PPE. Et pour les STAPS, on a les STAPSIAS qui représentent du coup les STAPS. Mis à part ça, il y a quand même certaines autres associations, je pense à la FAGE, à la GORAE, des choses comme ça, qui peuvent aider les étudiants qui sont vraiment en précarité
Par exemple, à Gorae, vous pouvez aller faire vos courses qui sont à 10% du prix du marché. Donc pour ceux qui sont éligibles, c'est vraiment un avantage. Ça vous permet de faire beaucoup d'économies. Et sinon, en général, ils mettent aussi, parfois, je les vois dans le hall du bâtiment, ils font des distributions gratuites, que ce soit alimentaires, hygiéniques, etc. Et ça aide beaucoup les étudiants. Qui sort de l'associatif, il y a aussi le SUMS, ou du coup maintenant le SSE, qui a beaucoup de services, et notamment un service qui est donc je n'arrive pas à retrouver le mot, je ne sais plus, mais c'est des personnes qui donnent de l'argent en cas de problème. Des assistantes sociales. Voilà, des assistantes sociales. Les assistantes sociales peuvent vous aider à trouver des logements. Vous n'avez pas trouvé le mot. Voilà. Elles peuvent vous aider à trouver de l'argent dans des cas extrêmes de précarité. Elles peuvent aussi vous permettre d'avoir des droits pour aller dans les Restos du Cœur, par exemple. Et autrement, il y a aussi la CAF, il ne faut pas oublier, qui aide énormément pour les autres. Et juste petite précision par rapport à Pédago, même pour les SAPSIAT, ils n'aident pas forcément en termes économiquement parlant, mais par contre, ils aident en termes social et psychologiques. C'est-à-dire que, effectivement, quand on arrive en fac, on est un peu perdu, la plupart du temps, on connaît personne, ou très peu de monde, et il y a énormément de regroupements, de soirées étudiantes avec, bien sûr, diverses associations, comme par exemple, je pense à Angel Shot, qui est un dispositif qui a été mis pour la sécurité des étudiants, qui se met en place pour qu'on puisse se rencontrer sans avoir la problématique de comment je vais pouvoir rentrer, il y a des navettes, comment il va se passer si jamais j'ai un problème avec des soucis de drogue, etc. Tout est sécurisé. Donc c'est aussi un point important au début de pouvoir rencontrer des gens en sécurité. Voilà, donc pour compléter ce qui vient d'être dit, le SSE, le service de santé des étudiants, c'est un service qui est complètement gratuit, qui est à destination de tous les étudiants du campus et qui peut aider sur tous les aspects de santé, que ce soit santé physique ou santé psychologique. À un moment donné, on s'aperçoit que c'est un petit peu compliqué d'être loin de chez ses parents, on n'avait pas mesuré ça, on a besoin d'un petit coup de pouce. Il y a des psychologues qui sont là pour vous donner un petit coup de main, tout ceci totalement gratuitement. Il y a d'autres services qui sont évidemment offerts aux étudiants sur le campus. Il y a un service culturel très intéressant. Oui, pour les aménagements aussi. Et oui, tout à fait. C'est vrai que le service de santé des étudiants, si vous avez une reconnaissance de handicap et que vous avez besoin d'aménagements spécifiques, je pense à la dyslexie par exemple, eh bien le service de santé des étudiants est là pour vous accompagner. Et du coup, il y a des dispositifs mis en place par rapport à ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, donc vous avez un service culturel à l'université qui est là pour qui met en place des spectacles, qui vous offre des places à tarif réduit aussi pour des spectacles de tous ordres. Vous avez bien évidemment un service, le SWAF, voilà, le service des activités sportives. Alors effectivement, en STAPS, vous allez faire du sport, 25%, mais vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'activités sportives gratuites sur le campus. La seule chose, c'est qu'il faut se précipiter sur les inscriptions puisqu'il y a beaucoup de demandes. Voilà, j'ai parlé du SWAT, du service de santé, du service culturel, et puis vous avez la papier, ça j'en ai parlé aussi. Donc vous voyez que du CROUS, on a parlé du CROUS, donc vous voyez que vous avez tout un tas de services qui sont mis à la disposition des étudiants pour faciliter l'intégration et la vie étudiante. La grande différence avec le lycée, c'est que la démarche doit venir de vous. C'est-à-dire que autant au lycée, si vous rencontrez un problème, une problématique, vous aurez assez facilement les gens qui viendront vers vous. Autant là,
Vraiment, c'est ce qu'il faut intégrer quand vous rentrez à l'université, c'est que il y a plein de choses qui sont mises à votre disposition. La seule chose, c'est que c'est à vous d'aller les chercher. À partir du moment où vous faites la démarche d'aller vers le SUS, vers le service de santé des étudiants, vers le service culturel, vers les associations étudiantes, vers le CRUS, à partir de ce moment-là, quand vous faites la démarche, vous aurez des gens pour vous aider. Ça, c'est ça aussi l'apprentissage de l'autonomie. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, oui. J'aurais voulu en fait savoir si vous pouvez avoir un exemple des retours sur les emplois du temps en fait. Et après également, j'aurais voulu savoir s'il y avait des spécialisations en fait, où on pouvait choisir des options par rapport à certains sports. Et on va dire la partie la spécialisation sur le sport vraiment intensité spécifique dès la première année. Ça, je peux, avant de voir un peu du je vais répondre sur le deuxième volet de votre intervention. Donc effectivement, dès la première année, on choisit une spécialité sportive. Donc ici, on ne peut pas faire toutes les spécialités sportives, donc ici et ailleurs d'ailleurs. Donc on a les spécialités sportives sur lesquelles on a mis l'accent. Donc on a mis l'accent sur le handball féminin, parce qu'en fait on pense derrière, on a un partenariat avec le BBH, pour ceux qui connaissent. On a le foot masculin, le Stade Brestois, on a des partenariats. Le nautisme, avec planche à voile, différents supports, puisque une de nos responsables du pôle nautisme, c'est Christine Marais, qui a été une médaille olympique, puisqu'on est dans une année olympique, j'ai profité pour la citer, médaille d'or olympique en planche à voile, donc elle est en charge de l'organisation et de la formation de ce pôle. Donc, on va aussi développer le basket. C'est déjà le cas, mais on va l'accentuer. Donc le handball, on a de l'athlétisme. Alors il y a quelque chose qui est extrêmement aujourd'hui, qui a une tendance très forte. C'est que je vous ai montré les installations sportives de l'université. La plus prisée de tous, c'est ce que c'est la salle de musculation. Donc j'aime bien aller voir les étudiants. Quand je vois le nombre de tonnes qu'ils lèvent, certains, je veux dire, bosser les courses, finalement, ça doit être accessoire, c'est pas difficile, quoi, en termes de charge. Non, mais mis à part cette blague, on n'est pas vraiment une, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui choisissent préparation physique, qui veulent être coach sportif. Alors, vous savez, on a pléthore aujourd'hui de gens qui s'annoncent coach en nutrition, coach en bien-être, coach en... Ça décline à toutes les sauces. Hein. Donc c'est pour ça que on essaye de les accompagner pour qu'ils ne se lancent pas dans les métiers sans compétences. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus ravageur que quelqu'un qui se coach en nutrition, qui n'a même pas de formation en nutrition, qui vous fait faire... Vous savez, l'alimentation, c'est un peu comme l'éducation. Tout le monde se croit autorisé à dire ce qu'il faudrait faire pour l'autre. Donc, tout ça pour dire que voilà, ces spécialités, elles sont privilégiées comme étant prioritaires. Nous, comme nos étudiants, on leur affiche l'ensemble des STAPS en France et on leur dit, voilà, si vous voulez faire spécialité cyclisme, eh bien, il faut penser une orientation vers tel STAPS en France. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire. Parce qu'on a des contraintes. Vous savez, on va revenir sur les pieds sur terre. Vous êtes dans l'enseignement supérieur public. Donc on fait ce qu'on peut, mais souvent avec pas grand-chose. Même si on prend des discours, on dit qu'on peut encore faire plus, sans nous donner de moyens supplémentaires. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si on accueille 650 étudiants en première année, on ne peut pas faire des cours de 40. C'est une réalité qui est qu'on n'a pas assez d'enseignants. Et pourquoi on met une capacité d'accueil à 400 ? Eh bien, c'est parce qu'on ne peut pas, on pourrait former plus, mais on n'a pas les moyens. Je ferme cette parenthèse politique, mais elle est importante, parce qu'elle conditionne beaucoup de choses. Une inscription à l'université, c'est moins de 250 €. Regardez ailleurs, combien coûte une inscription dans une formation privée qui prépare un diplôme sportif. Vous allez voir que ce n'est pas du tout les mêmes montants. Donc voilà. Pour l'emploi du temps. Je
Je voudrais juste savoir par rapport, vous parlez de partenariat, en fait, de parrainage avec d'autres clubs, comme le par exemple de foot ou de hand. Le basket, vous n'avez pas donné de club il y a On travaille avec Landerneau. Avec Landerneau? Ouais. Mais on essaie de. Vous savez, les premiers stages, c'est pas forcément dans les structures qui ont une visibilité sur le plan médiatique, qui sont parfois les plus adaptées pour nos étudiants. Il y a parfois des structures qui sont beaucoup plus petites, qui ont des gens qui vont être beaucoup plus disponibles pour encadrer, accompagner nos étudiants. Donc on a un réseau en fait de lieux de stage qui se limite pas à ces grandes enseignes entre guillemets, mais qui offrent, je crois qu'on met à peu près de mémoire 70 ou 80 étudiants dans les clubs sportifs. Donc vous voyez, il faut quand même un réseau très important. Et souvent, il y a une continuité. On envoie des gens, des étudiants en stage, parce qu'il y a une habitude de ce lieu de stage d'accueillir nos étudiants. Donc ils savent presque ce qu'on attend d'eux et ce que nos étudiants sont en capacité de faire aussi. Donc là, vous avez l'emploi du temps. Alors, j'aime beaucoup cet emploi du temps parce que quand on fait l'emploi du temps, sauf. Non, c'est pas celui-là, c'est l'emploi du temps en sciences d'éducation, KPE. Vous voyez, c'est un emploi du temps qui est quand même relativement light par rapport à. Non, c'est une gestion du STAPS. Ah, pardon. Ok. Donc, l'emploi du temps de STAPS, vous voyez là, alors c'est l'emploi du temps du groupe 18. C'est du 3. Non. Parce qu'on a 18 groupes en première année. Donc, chaque étudiant a son emploi du temps dans son groupe. Emploi du temps qui peut changer d'une semaine à l'autre. Donc, si vous n'êtes pas familier des outils numériques, vous allez consulter l'emploi du temps. Vous pouvez venir le lundi matin à 8h, vous pensiez que vous aviez des cours, parce que vous aviez des cours la semaine précédente, mais il n'y a pas de cours. C'est dommage. Ou au contraire, il y avait des cours, vous n'êtes pas là. Donc, rien que ça, on peut décrocher. Donc, pour ne pas décrocher, il faut consulter tous les jours son emploi du temps. C'est pas un gros problème quand on sait que le prolongement de la main aujourd'hui c'est le portable. Donc il suffit juste de regarder la bonne page, quoi. C'est pas forcément possible. Donc quand on fait un emploi du temps, on n'a pas beaucoup d'heures de formation. Donc moi quand je présente un emploi du temps, je présente l'emploi du temps plus le temps personnel pour s'approprier le contenu de formation. Et là on a un emploi du temps qui tient la route, qui fait facilement 35 heures si on veut. Alors, on est aussi conscient, quand on fait les emplois du temps, que nos étudiants, 1 sur 2, travaillent à côté de ces études. Donc, il y a des étudiants qui, c'est difficile pour eux, pas parce qu'ils ne sont pas engagés dans leurs études, c'est que pour faire leurs études, il faut qu'ils travaillent. Et un étudiant sur 2 à l'université travaille aujourd'hui. Donc, on essaye d'en tenir compte aussi. Par exemple, on va essayer de ne pas faire cours le samedi matin. Ce qu'on a adapté depuis 4-5 ans, c'est qu'on est passé au contrôle continu intégral. C'est-à-dire qu'on fait des évaluations régulières tout au long du semestre pour essayer d'être en continuité du lycée. La deuxième chose que l'on fait, c'est qu'on essaye d'allonger le temps de formation. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des semaines pas trop chargées pour essayer que les étudiants n'arrêtent pas les cours fin avril. Parce qu'on aimerait bien. Souvent, moi j'entends dire qu'à la fac, c'est fini au mois d'avril, tu commences en octobre. Plus loin, elle commence le 1er septembre. Mais moi, je suis le premier à dire gardons les étudiants jusqu'au 30 juin. Mais sauf que je n'ai pas les heures de formation pour les former, les étudiants. On n'a pas plus d'heures. Vous savez qu'un étudiant en première année, juste en comparaison, c'est un peu moins de 6 000 €. Un étudiant qui fait une prépa, c'est 15 000 €. Donc c'est normal qu'il n'ait pas le même volume horaire et le même accompagnement, etc. Donc c'est la réalité. Donc on essaye avec ces contraintes de faire en sorte que l'emploi du temps soit le plus adapté possible et évite le maximum de décrochage. Qu'est-ce qui varie en première année dans l'emploi du temps en parcours sciences de l'éducation, entre sciences de l'éducation et STAPS? Alors, ce qui varie, c'est une grosse unité d'enseignement qui est pour les STAPS de toute la partie EPS sportive, même si en sciences de l'éducation, ils ont une partie sportive, mais la grosse partie sportive est pour les STAPS
Et c'est sur cette partie-là que les étudiants en première année ont des cours spécifiques en sciences d'éducation. Donc là, par exemple, en premier semestre, il y avait enseigner et éduquer en milieu scolaire, animer et former hors milieu scolaire, tout ce qui est créativité dans les apprentissages, et on continue ça sur le second semestre. Donc les 25% d'enseignement sportif, ils ont peut-être 5%. Ils ont tous ça. Non. Oui, donc. Oui, c'est sur cette partie-là, mais il ne faut pas être allergique à l'éducation physique et sportive quand vous venez en séance d'éducation à la faculté des sciences du sport et de l'éducation. Parce qu'il y a de la pratique. Il y a de la pratique, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, le stage en deuxième année, il est orienté comme professeur des écoles qui intervient sur l'EPS dans une classe de primaire. Donc on mise aussi beaucoup, c'est pourquoi, Jérôme Guérin l'a dit en début, mais c'est la spécificité de notre université, et c'est l'apprentissage du corps, l'apprentissage par le corps, qui, nous, on le trouve très important. Moi, je suis un ancien conseiller pédagogique en éducation nationale avant d'être enseignant-chercheur. Quand je venais en classe, je voyais quels étudiants venaient de STAPS dans les classes en tant que professeur des écoles. Une habitude à faire classe dans des milieux ouverts, à travailler en atelier. Donc, c'est ces spécificités-là aussi qu'on essaie de faire bénéficier aux étudiants qui s'engageraient sur des parcours d'enseignement. Je suis bavarde. Il y a une chose que je voulais dire aussi par rapport on peut s'étonner, en fait, je crois que c'est la seule en France où les sciences d'éducation sont liées à STAPS, ça peut être étonnant, et en fait, finalement, non, c'est même ce qu'il y a de moins étonnant, parce que, par exemple, les matières littéraires ou les matières maths qui sont souvent liées aux sciences d'éducation, n'ont aucun module sur l'éducation. Alors que les STAPS, même sans les sciences d'éducation, ont un module sur l'éducation, parce que leur métier d'avenir, c'est des métiers qui sont aussi liés dans l'intervention, donc ils ont un public, et ils vont devoir intervenir avec ce public. Donc c'est vraiment un très gros avantage des sciences d'éducation en STAPS, même si la licence 1 mériterait d'être encore un petit peu remaniée à mon avis. Mais c'est vraiment un très gros avantage en tant que sciences d'éducation d'avoir fait STAPS. C'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, il faut qu'on parle dans le micro. On peut peut-être conclure? Oui. Alors, je vais vous montrer sur le site de Cap Avenir des petits outils qui peuvent vous être utiles pour compléter ce qui vient d'être dit. Alors, sur le site Cap Avenir, vous avez une rubrique qui s'appelle Lycéens, futurs étudiants. Et dans cette rubrique, vous allez pouvoir retrouver plusieurs choses. Donc, vous avez ce qu'on appelle les fiches licence. Ça ne marche pas. Et vous avez une rubrique dans ces fiches licences, faculté des sciences du sport et de l'éducation. Et ce serait bien si ça marchait. C'était pas notre diaporama, c'est plutôt l'ordinateur qui paraît. Ah ouais, mais j'ai fait trop travailler aujourd'hui. Bon, en tous les cas, vous avez un descriptif complet sur chacune des deux licences et vous trouvez, c'est pas du tout ça que je lui ai demandé, mais c'est pas grave. Bon, et vous trouvez notamment une carte mentale qui vous donne les débouchés filière par filière. Donc ça peut être intéressant. Et sur le site de Cap Avenir aussi, il faut savoir que les universités ont l'obligation de faire des enquêtes pour savoir ce que deviennent les étudiants de chacune des filières de l'université, de chacune des licences, puis de chacun des masters. Et donc, dans cette rubrique qui s'appelle « Devenir des diplômés », vous avez licence par licence, vous pouvez savoir quels sont les masters, par exemple, qui ont été faits par les gens qui ont fait telle ou telle licence. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site, dans cette rubrique, la devenir des diplômés. Je vais pas vous les faire défiler, mais c'est là-dessus que vous pouvez les trouver. Vous pouvez trouver aussi, ça c'est peut-être pour plus tard, quand vous cliquez sur les masters, vous pouvez savoir quels sont les postes sur lesquels travaillent les gens qui ont fait tel ou tel master.
Donc voilà ce que vous pouvez trouver. Et puis tout à l'heure, Jérôme Guérin vous parlait de vidéos de témoignages. Vous les retrouvez ici dans la rubrique lycéen futur étudiant. Tout en bas, vous avez des vidéos de témoignages. C'est vraiment lent ce soir. Donc vous trouvez des vidéos de témoignages qui viennent compléter les témoignages qui vous ont été apportés. Donc vous avez des vidéos de témoignages sur des étudiants en STAPS, par exemple, qui vous parlent de leur vécu. Ben ça marche pas. Alors d'habitude ça marche, hein, il n'y a vraiment pas de... Voilà. Donc voilà les vidéos de témoignages. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon d'autres questions? Donc cette vidéo, cette conférence Instafac, elle sera disponible en replay d'ici quelques jours, si toutefois vous aviez besoin de revoir certains points. Et puis on fera en sorte que le PowerPoint soit mis également en accessibilité, de sorte que vous puissiez pallier aux difficultés techniques auxquelles on a été confrontés aujourd'hui et pour lesquelles on s'excuse. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et puis je vous souhaite bon courage pour Parcoursup et pour vos choix d'orientation. Juste pour terminer, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a le salon Azimut qui a lieu la semaine prochaine, 25, 26, 27. On sera on a un stand et il y a les journées portes ouvertes aussi le samedi 17 février. Et là, vous pouvez venir sur les sites et venir rencontrer les enseignants, les étudiants et chaque filière, chaque parcours. Donc c'est aussi intéressant pour vous si vous voulez aller plus loin. On vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Et on remercie on remercie les étudiantes pour leur participation. Ce n'est pas forcément un exercice très facile. Participation active.